et pourquoi va-t-elle être payée? Et ce soir, sur ce plateau, nous allons essayer donc de répondre aux questions, aux interrogations des citoyens lambda, de vous qui nous suivez en ce moment, de comprendre aussi hein, le bien fondé de cette taxe, la taxe solidaire, on va dire la taxe solidaire. Certains donc le gouvernement l'appelle la taxe solidaire, mais d'autres appellent la solidarité, la taxe de la solidarité étatique. Sur ce plateau, Blanc, Constant Ibarapéa, docteur, il faut respecter cela. Docteur Blanc, Constant Ibarapéa, bonsoir. Bonsoir Fortuna. Vous rentrez fraîchement de l'intérieur du pays. Vous avez pris l'habitude hein, d'aller à l'intérieur du pays constamment pour les enquêtes et certainement aussi pour se rapprocher de la réalité dans l'Interland. Effectivement, j'y vais pour plusieurs raisons. Parfois pour des enquêtes dans des raisons de la science et puis parfois pour des questions de famille et parce que je suis très attaché au Congo, je suis très attaché à l'intérieur du pays. Je vois un peu ce que les gens vivent les réalités de là. Et c'est vraiment passionnant quand je discute avec les citoyens qui sont donc au niveau de la périphérie. Je me rappelle encore de ce que j'ai eu à faire, à réaliser. J'ai été réaliser des enquêtes dans le pôle et puis dans mon plateau natal où j'ai discuté avec les populations et concernant la situation du pays, leur vécu quotidien. C'est très passionnant. Et puis, je reste aussi attaché à ma communauté. Il y a quelques jours de cela, je crois 2 jours de cela, j'ai été dans mon village natal, c'est-à-dire Konoso, mais là, malheureusement, c'était dans les besoins, c'était pour des raisons de funérailles. Mais encore, je suis resté très proche des populations où je discute avec eux tout le temps, comme quand je suis à Sembe, quand je suis à Sonké, quand je suis à Timézi. Ça me plaît d'être en contact avec l'environnement naturel. Voilà. Voilà, il sort fraîchement, je vous l'ai dit, hein, de l'Interland. Je crois qu'il y était pendant que le projet de budget sortait, on va dire, du Conseil de ministres pour transiter vers le Parlement. Donc, nous allons prendre tout à l'heure le retour qu'il a, lui, de l'Interland face à cette question. Sur ce plateau aussi, vous l'avez certainement remarqué à travers les plans que nous vous proposons, Meshak Ngampula, il est économiste, doctorant, si je ne me trompe pas. Bonsoir, Meshak Ngampula. Bonsoir, Monsieur Ngoulali. Comme tous les autres citoyens, j'ai envie donc de démarrer cette émission avec vous. Quelle est votre réaction déjà quand vous lisiez la loi de finances 2025, ce projet de loi de finances 2025, et qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est une loi qui, en son sein, regroupe beaucoup de choses. Voilà, plusieurs pages d'ailleurs quand on met sur papier, mais il y a quand même quelque chose aujourd'hui qui suscite beaucoup de polémiques et d'interrogations, c'est cette taxe de solidarité. J'ai envie de savoir quelle était votre réaction quand vous l'avez lu et quand vous étiez informé de cette loi. Bien, honnêtement, j'ai été étonné de constater la mise en place de cette taxe. Et après, j'ai essayé de faire un petit sondage, on discutait un peu avec des proches. Et dans l'ensemble, il y a pas mal de contestations. Certainement que le gouvernement n'a pas peut-être bien communiqué là-dessus. Et espérons que la communication sera plus bonne. Voilà, la communication sera plus bonne. Espérons également si la communication sera plus bonne. Alors, dans Constant Ibarapéa, vous apprenez donc la nouvelle, sinon la discussion sur le projet de loi de finances 2025. Vous êtes à l'Interland. Alors, quelle est la réaction que vous avez eue, vous, pendant que vous avez appris la nouvelle? Ouais, ce qui est un peu intéressant, c'est la manière dont j'ai appris cette nouvelle. Je crois que je devais être à Gombouma et c'est un citoyen qui me pose la question de savoir comment est-ce que on leur demande de payer 1200 par téléphone. Bon, quelque chose comme ça. Et moi, je n'avais pas connaissance de cette loi. Ils me disent, non, on a pris une loi ici où on va nous demander de payer à partir de l'année prochaine 1200 et on ne sait pas pourquoi.
Et c'est là où, comme je n'avais pas connaissance de cette loi, bon, je me suis rapproché de certains de mes amis qui sont ici. Et c'est là où on va me dire qu'il y a eu, dans le projet de loi de finances exercice 2025-2026, il y aurait donc l'institution de ce qu'on pourrait appeler l'impôt de solidarité qui se lèverait à 1200. C'est-à-dire on prélève 100 francs par mois et le total, ça va faire 1200. Tout de suite, je n'ai pas compris ce qui se passe, mais pas du tout surpris. Pas du tout surpris, parce que je savais que, avec la gouvernance hasardeuse que nous avons mise en place depuis des décennies et que nous interpellons nos gouvernants, on devrait arriver à ce genre de bricolage. C'est curieux de constater que le gouvernement vit maintenant de ce qu'on appelle une économie de la cueillette. On fait maintenant de la cueillette, alors qu'il y a quelques années, on avait de fonds, on avait ceci. Maintenant, on est dans la cueillette. Et vous savez que l'économie de la cueillette, c'est l'économie la plus sauvage. Hein. C'est l'économie primitive, c'est-à-dire on n'a pas de programmation, on récolte par ici, parce que quand on fait la cueillette, on n'a pas cultivé au départ. Donc c'est un peu ce qui est sauvage. Voilà. Et les premiers, nos ancêtres vivaient de la cueillette. Et c'est pourquoi ils étaient des nomades. Voilà. Et finalement, c'est triste. On va en parler, docteur. C'est triste. On comprend déjà. Vous êtes en ligne, vous nous suivez en ce moment. Vous pouvez participer à cette émission puisque nous sommes en direct. Quand je parle en direct, je vois déjà Junior Ondongo qui déjà parle d'un impôt. On va dire, il dit cet impôt est une anarque. Je vois aussi Okuma Mbolo Kamaleboro. Là donc qui salue le retour sur ce plateau de docteur Blanc Constant Ibarapéa. Et nous avons aussi Junior Nguessimi. Nous lirons votre réaction un peu tard parce que ça va déjà dans le corps même de cette émission. Alors, Meshak Gampoula, la question que on va vous poser, c'est de savoir, puisque ça fait polémique, est-ce que cette taxe en soi est une mauvaise chose? Avant de savoir pourquoi cette taxe, est-ce que demander aux citoyens de participer au développement du pays, puisqu'on parle de la solidarité patriotique, est-ce une mauvaise chose de demander à chaque citoyen d'apporter sa contribution? Bon, merci bien, Monsieur Ngolali. Vous savez, l'impôt reste l'un des meilleurs leviers pour un État de mobiliser des fonds. Et aujourd'hui, s'il faut se le permettre, le Congo est loin de ce que l'on appelle ou de ce que l'on qualifie de pression fiscale qui est estimée à 30% par rapport au prélèvement en tenant compte du PIB. Aujourd'hui, le taux de la pression fiscale au Congo est entre 17 et 18%, donc nous sommes loin de la pression fiscale. Maintenant, après, je crois que ce débat ne doit pas être mal orienté parce que j'ai comme l'impression que l'impôt semble être, je dirais, une mauvaise chose pour le citoyen lambda. Alors que dans la logique des choses, oui, l'État récolte, mobilise des fonds à travers l'impôt. Il y a une expression qui dit, sans impôt, pas d'État. Mais quelque part aussi, on nous dit que trop d'impôts tue l'État. Donc, c'est pour dire qu'il doit y avoir de l'équilibre en parlant donc d'une politique fiscale. Et aujourd'hui, cet impôt, cette imposition est mal perçue par le citoyen lambda, tout à fait, parce qu'aujourd'hui déjà, la réalité sociétale, cet impôt ne reflète pas la réalité sociétale. Vous avez par exemple aujourd'hui un citoyen qui doit aujourd'hui faire face à un pouvoir d'achat, parce qu'aujourd'hui le taux d'inflation est élevé. Déjà, vous savez que dans les normes de la CIMAC, le taux d'inflation est estimé à 3%. Aujourd'hui, nous sommes à 4,5%. Et dans la logique des choses, le taux d'inflation doit avancer par rapport au salaire. Or, le salaire reste le même. Paradoxalement, les prix augmentent, donc c'est le citoyen qui perd donc son pouvoir d'achat. Et face à cette réalité, aujourd'hui, évoquer encore un impôt que l'on dénomme l'impôt de la solidarité nationale, je trouve que le risque politique, il est énorme. Parce que dans la logique des choses, s'il faut bien voir, c'est un impôt qui va rapporter 6 milliards à l'État. Mais 6 milliards de francs CFA à l'État aujourd'hui, par rapport aux défis que nous avons, ne représentent pas grand-chose. Mais
politiquement parlant, mais en tenant compte également de l'ampleur que cet impôt entraîne, je trouve que le risque est énorme. Donc, c'est un risque pour rien. En réalité, je me dis que c'est une goutte d'eau de plus dans la mer. Voilà, docteur Blanc, conseil Barapéa. Déjà, les mathématiciens, on va dire les calculateurs, ont déjà des chiffres. Hein. Ils parlent d'1 milliard par mois à peu près, ou de 6 milliards chaque année. En réalité, il faut préciser que c'est 100 francs par mois et donc 1200 par année par ceux qui utilisent déjà les opérateurs téléphoniques mobiles au Congo. Sinon, les téléphones, ceux qui ont des SIM qui, fonctionnels. Alors, Méchac Ngampoula, qui est économiste, nous dit 6 milliards par année, cet impôt en réalité ne représente rien. C'est pas énorme qu'un citoyen paye 100 francs par mois. Mais pourquoi ça fait autant de polémiques? Pourquoi ça autant de remous au sein de la population? D'abord, il faut que je revienne sur le concept de l'impôt, puisqu'on nous parle de l'impôt de solidarité nationale. L'impôt a été institué, ça fait longtemps, en forme de notre existence, ça permettait aux souverains de financer la guerre, l'impôt. Et nous avons aussi vu, dans notre communauté, les gens payaient des impôts sous forme de nature pour permettre aux chefs de faire face aux besoins qui pouvaient se représenter, soit vous recevez les étrangers, soit vous faites ceci. Donc, l'impôt en soi n'est pas une mauvaise chose. Mais ici, on nous parle de l'impôt de solidarité nationale. Très bien. On ne nous explique pas qu'est-ce qui se passe au niveau national pour qu'on ait besoin... On appelle à une solidarité. C'est ça la question. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays pour qu'on fait appel à la solidarité de tout un chacun? Pour mobiliser le côté patriotisme, pour dire que bon, voilà, nous sommes en ceci et on a besoin de votre apport. Je vous ai dit ici que l'impôt a été institué pour permettre aux souverains, dans la plupart des cas, de financer la guerre. Parce qu'à l'époque, on vivait dans une période où les gens devaient faire la guerre, il faut donner donc l'impôt pour se tenir. Quelle est donc l'urgence? Quel est le problème? Bon, je suppose, c'est par rapport à la crise qui nous frappe de plein fouet. Naturellement. Mais le gouvernement n'a jamais dit que nous étions en crise, puisque le ministre Mungala, qui est la pouvoir autorisé, n'a jamais dit qu'on était vraiment en crise. Il a parlé d'un incident dernièrement quand il y a eu le... Vous parlez de déficit. Voilà, le déficit. Là, il disait que c'était quelque chose de technique, je ne sais pas comment il avait appelé ça. Et si nous sommes en crise, pourquoi nous sommes arrivés en crise? Quels sont les responsables de cette crise? Pour qu'on mobilise les citoyens qui sont déjà en souffrance pour venir on rescousse à l'État. C'est quoi la crise? Pourquoi nous sommes en crise? Quels sont les responsables? Et c'est ça le problème, le mépris. On passe le temps à charger le citoyen qui souffre, qui a des problèmes d'eau, qui a des problèmes d'électricité, qui a tout ce qui va avec. Et on va donc prélever sur ces maigres fonds, on va dire, bon, 100 francs par mois, c'est rien, c'est quelque chose. Parce que vous faites la somme, ça rapporte quand même un facteur conséquent à ce gouvernement. Qu'est-ce qu'ils feront de cet argent? Lorsque nous savons que dans le précédent budget, nous avons eu des budgets excédentaires. On a eu des excédents budgétaires. Qu'est-ce qu'on en a fait? On a engagé un certain nombre de travaux pendant la période de vaches grasses. C'est-à-dire où le pétrole coulait à flot, il y avait tout ceci. On a initié le projet de municipalisation accéléré dans ce pays. Il y a des éléphants blancs partout. Alors, l'impôt là servira à quoi? C'est ça le problème. On est là dans ce que je pourrais appeler l'anarque du siècle. C'est l'anarque du siècle, c'est-à-dire l'anarque de plus. Vous vous en souvenez, dans ce pays, quand il y a des problèmes, on fait peser sur le citoyen lambda. Quand vous prenez par exemple Canal Sat, au Cameroun, quand vous achetez canal de 10 000, là c'est 10 000, ici c'est 1050. Au Cameroun, c'est 10 000, vous donnez 10 000, on vous donne les chaînes. Ici, là, c'est 11 050. Donc, vous ajoutez 1050 le plus. Qui prend les 50 le plus qu'on ajoute? Et les 1050, là, ça sert à quoi? Bon, ça part où? On fait quoi avec? Donc, si ça suscite des remous, comme vous le dites, c'est tout à fait normal. Voyez-vous, ce monsieur, ce compatriote qui est à Gamboma, il a pris, je ne sais pas par quel moyen, il s'indigne. Et il dit que le gouvernement qui vient nous tuer une fois pour que le Congo cesse d'exister, que de nous torturer, et c'est de torture.
moi, je pense que, encore une fois, l'ordre gouvernant est en train de se mordre la queue. Parce qu'on ne peut pas mépriser ses propres citoyens de cette manière-là. Je dis bien mépriser. Parce que lorsque vous voyez comment nous fonctionnons, les gens n'ont pas de, les gens n'ont pas de, les gens n'ont rien. Il y a des gens qui ont dilapidé de fonds dans ce pays. Vous appelez à la solidarité nationale en épargnant ceux-là qui ont mis le pays dans le chaos. C'est pas possible. Donc cet impôt est très malvenu. Et je pense pas que les citoyens, vous êtes journalistes, j'aurais souhaité que vous faites circuler Radio Trottoir, votre micro-baladeur dans les rues de Brazzaville, dans les avenues de Brazzaville, à Pointe-Noire, partout à l'Interland. Vous allez voir les réactions. Vous allez voir que les gens sont diamétralement opposés. Maintenant, M. Ngapoula évoquait tout à l'heure la communication. De quelle communication? La communication pour légitimer l'imposture. Vous pensez que les gens sont dupes dans ce pays? Mais vous voyez que moi, j'ai été informé par quelqu'un qui n'est pas à Brazzaville, qui a eu la nouvelle de Gomama où il est. Ça veut dire que les gens, il faut se au courant. Vous allez communiquer quoi sur quoi? Voilà. Vous parlez-vous de la maltraitance ou encore, oui, voilà, de la servitude, les mots sont forts. Il y a Cernan à Landi, vous nous suivez, vous pouvez nous dire depuis où vous nous suivez, et il dit on ne peut que voir ces choses au Congo où la population est maltraitée comme si on était en prison. Il y a Junior Nguessimi qui dit si la rave qui fait entrer plus de 6 milliards par an, voilà, et qui est mal gérée, ce n'est pas cette somme qui sera exemptée. Voilà encore une autre préoccupation, on en parlera tout à l'heure. Voilà, pour le moment, on reste un peu sur, on va dire, ces mots qui dérangent, patriotisme, solidarité patriotique, le patriotisme, une taxe de solidarité. Alors, le docteur Blanc-Consté Barapéa, il s'interroge, il répond même à cette question. Pourquoi le gouvernement appelle-t-il à la solidarité? Pourquoi est-ce qu'il doit avoir une taxe de solidarité? Alors, selon vous, est-ce qu'il n'est pas, nous sommes en crise, tous nous le savons, hein, on sait que le gouvernement, même si cela n'est pas dit officiellement, le gouvernement a traversé quand même un moment de défaut de paiement. Alors, le pays est en crise, qu'on le veuille ou pas, puisqu'on constate à travers les grèves, voilà, qui ont lieu à gauche et à droite. Alors, est-ce que ce n'est pas aujourd'hui important, utile pour le gouvernement de tendre la main, sinon d'appeler la population à apporter son soutien, puisqu'il peut se sentir essoufflé aujourd'hui, incapable de faire face à ses besoins. Finalement, il faut demander à chaque citoyen d'apporter sa contribution. Est-ce que appeler à la solidarité est un péché? Bon, déjà, je ne vais pas dire que c'est un péché, mais quelque part aussi, l'image que donne le gouvernement n'est pas bonne. Parce que le doyen l'a dit, et si je ne me trompe pas que nous ne sommes pas en contradiction. En réalité, comme je vous l'ai dit, en parlant de la politique fiscale, il doit y avoir de l'équilibre en tenant compte de la réalité sociétale. Parce que aujourd'hui, le citoyen qui aujourd'hui a du mal à payer les biens et services compte tenu de la variation à la hausse du niveau général des prix, cet impôt est un poids de plus pour le citoyen. Et moi, j'aurais bien voulu, en tenant compte de l'aspect dont on parle de cette taxe de la solidarité, j'aurais bien voulu que les gouvernants prennent en charge cette taxe. Par exemple, les élus, les ministres, nous avons par exemple les députés, les sénateurs, les conseillers. Donc, je voulais bien que les représentants de l'État puissent s'engager là-dessus, à essayer un peu de voir si à leur niveau, il pouvait bien y avoir des réformes. Par exemple, revoir un peu certaines dépenses au niveau de l'État pour prendre en charge en réalité cette crise, pour ne pas impacter les citoyens. Parce que quelque part, cette loi, ce projet de loi ou cette disposition a un risque. Le risque est que quelque part, il est anticonstitutionnel. Parce que dans l'article 40 de la Constitution, il est interdit à l'État d'exploiter les jeunes pour des questions économiques et autres. Mais aujourd'hui, on nous parle que non, c'est à partir de 18 ans et plus. Mais nous savons aujourd'hui qu'un jeune de 15 ans, 16 ans, pour s'acheter une SIM, il a naturellement besoin de s'acheter, de prendre une pièce d'identité d'un parent pour enregistrer. Voilà. Il y a des jeunes de 15 ans aujourd'hui. Est-ce qu'une étude statistique est prévue, une enquête est prévue pour mettre de côté cet aspect? Moi, je ne pense pas.
moi qui vous parle, j'ai deux lignes. Donc, naturellement, je ne vais pas payer 1200, mais ça sera pour moi 2400. Donc, là également, ça fait partie un peu des limites de cette disposition. Mais quelque part, je comprends l'État dans le sens où l'État est en difficulté. L'État est en difficulté. Et si l'État a besoin de mobiliser des fonds, moi, je pense que aller vers la population, bon, ridicule, mais je trouve que c'est un peu bas. Vous êtes politologue, sociologue également. Où est le mal quand l'État appelle à la solidarité à sa population ou aux compatriotes? Le mal est à quel niveau? Oui, mais le mal est là. Vous ne pouvez pas appeler les gens que vous maltraitez depuis des décennies à venir au secours par votre boulimie. C'est ça le problème. Est-ce que l'ordre gouvernant considère ces populations? Est-ce que vous avez l'impression que l'État respecte ses citoyens, l'État congolais? Vous avez l'impression que ceux qui sont au pouvoir respectent les citoyens? J'ai fait mener des enquêtes ici à Brazzaville, mais je vous assure que ici à Brazzaville, j'étais surpris. Je ne donnerai pas le nom du quartier, où je vois que vous arrivez dans un ménage, les gens n'ont pas de, il n'y a pas de branchement, ils n'ont pas d'électricité, on utilise encore la lampe tempête. Ici à Brazzaville, on utilise les bougies, on n'a pas d'électricité, pas de branchement. J'étais sidéré. C'est à des gens comme ça que vous demandez, comment vous appelez, vous demandez la solidarité. Oh, oui. On est solidaire aux gens qui vous aident en retour. C'est du gagnant-gagnant. Un gouvernement qui ne prend pas compte, qui ne tient pas compte des aspirations de ses citoyens ne peut pas demander de l'aide quand il est en difficulté. Je vous ai posé la question, nous avons eu des périodes d'embellie financière dans ce pays. On a initié les projets des politiques publiques, même si ce n'était pas de qualité là, c'est discutable, mais tout au moins il y a eu la volonté où on a mis sur pied quelques projets structurants qui avaient aussi des liens avec le social. Mais ces projets-là sont restés en l'état. On a englouti l'argent. Et comment voulez-vous que la même chose, quand ils sont en difficulté, ils en appellent à la population? Ça, c'est une deuxième chose. Mon jeune frère disait tout à l'heure que l'État est en difficulté, il faut ceci. Oui, c'est bien beau, mon jeune frère. Vous êtes économiste, vous savez que l'État est une entreprise. D'ailleurs même, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle, en sciences politiques et des sciences économiques d'ailleurs, le NMP, c'est le nouveau management public. Le nouveau management public qui doit tenir compte du management privé, qui va insérer certains éléments du privé comme la rigueur et tout ça, dans la gestion des affaires publiques. Lorsqu'une entreprise est en crise, qu'est-ce qu'on fait en premier? Vous le savez en tant qu'économiste, on baisse les charges. On baisse les charges. C'est tout naturellement. Naturellement, oui. Mais nous avons un État en crise. Quelles sont les charges qu'on a eu à baisser? C'est la sortie de monsieur le Premier ministre. Il a interdit la mission à l'étranger. Oui, bien sûr. C'est tout. C'est tout, vraiment, c'est tout. Vous attendiez à quoi? Mais à la baisse drastique de ce que vous avez appelé les émoluments des ministres. Comment un ministre peut gagner 3... Attends, excusez-moi, monsieur Ngolale. Comment quelqu'un peut gagner 15 millions dans un pays où le SMIC est à 3 000 francs? 55 000. Bon, 55 000. Celui l'économiste, moi, je ne suis pas fonctionnaire, donc je ne connais pas ces choses. Voilà. Comment on peut imaginer ça? Le président de la République gagne combien? C'est tout un métier. Le Premier ministre lui gagne combien? Ils ont des fonds de séjour, de ceci, de vacances, de ceci, tout ça. Mais pourquoi ils n'ont pas, au lieu de mettre sur pied l'impôt, la Société nationale à partir de son fonds des citoyens, pourquoi ils n'ont pas mis l'impôt, par exemple, sur le loyer? Ça, on pouvait le mettre, non? Oui, on pouvait bien. Mais bien sûr. Ça, c'est légal et légitime. On met une taxe sur le loyer, c'est-à-dire si vous avez des maisons de location, il y a un montant que vous devez payer à l'État. Puisque vous construisez sur le sol de l'État, le sol appartient à l'État. Vous payez quoi? En Côte d'Ivoire, il y a cet impôt. Je prends au Sénégal aussi, il y a cet impôt. Même en RDC. En RDC, il y a cet impôt. Pourquoi ici, il n'y en a pas? C'est-à-dire, nous avons un gouvernement de privilèges. Ils sont incapables de dépenser même 100 francs sur leur argent, sur leur patrimoine, souvent mal acquis. Mais ils sont là en train de sucer les simples populations à la moindre occasion. Dans la loi de finances, moi je ne l'ai pas encore lu, donc en profondeur, je ne peux pas évoquer de temps parce que je ne l'ai pas lu en profondeur. Est-ce qu'il y a ce chapitre-là, on a instauré une loi sur l'impôt
d'impôt sur comment on appelle l'immobilier. L'impôt foncier. L'impôt foncier, voilà, c'est l'expression appropriée. L'impôt foncier. Mais parce que la plupart des gens qui ont les immobiliers, c'est eux-mêmes. Ils ne veulent pas se faire mal. Maintenant, ils veulent utiliser la population, les gens qui sont en bas. Il faut arrêter ça. Voilà. Il faut arrêter ça. Voilà. Je vais rapidement lire voilà. On va être en interaction avec ceux qui nous suivent en ce moment. Il y a Oscar Mankundi. Merci d'être en direct, Oscar. Vous dites, c'est vraiment la servitude. Ça, c'est un manque de respect à l'égard de ce peuple-là qui souffre quotidiennement. Voilà. Il y a, docteur, je crois que vous avez une question. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Ça, c'est Thibaut Taranganzo. Voilà. Vous dites, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter ce gouvernement des amateurs? Ça, c'est vous qui le dites. Je ne fais que rapporter à vos propos. Je crois qu'il y a aussi, Noé des Mirico, merci d'être en direct avec nous. Le PEM a interdit les voyages à l'étranger pour une période de 3 mois et en 2025, ils vont reprendre avec les voyages. Donc ce n'est pas réduire les charges de l'État. Voilà, question au docteur Ibarapeya. Qui est l'auteur de cette crise? Je vais d'abord m'arrêter là. Donc c'est Junior Ondongo qui vous pose la question. Qui est l'auteur de cette crise? Mais écoutez, on ne peut pas faire dans la langue de bois. L'auteur de cette crise, c'est le président de la République et ses compatriotes et son gouvernement. C'est-à-dire le Premier ministre et le gouvernement, ses collaborateurs. C'est ça le problème. C'est ce que je disais tout à l'heure. On nous amène là pourquoi? Pour quelle raison? Donc, le responsable, c'est ceux qui gouvernent. Le président de la République, 2, le Premier ministre, 3, son gouvernement. Un gouvernement qui est incapable de trouver des solutions aux problèmes basiques qui minent la société. Mais lorsqu'on nous dit, on nous demande d'être patriotes, mais nous le sommes. Nous le sommes. Nous faisons place de bénévolat aujourd'hui à l'université. On ne paye pas. Si je vous dis combien d'années, je ne suis pas payé en tant que vacataire, vous allez crier. Mais je viens toujours faire mon cours. Je me bats, parfois je prends la moto pour venir faire cours. L'autre collègue aussi. On le fait par patriotisme. Vous voyez? Vous voyez? Le problème, c'est qu'il y a aujourd'hui une crise de confiance. Voilà, voilà, arrêtez-vous là rapidement parce que là, vous abordez déjà, là, vous répondez déjà à ma question qui est même sur mes lèvres. Vous avez dit, vous, Mécha Ngampula, oui, la solidarité. La question, c'est de savoir, pourtant, le peuple doit être solidaire. C'est vrai. 100 francs CFA, ça représente absolument rien, puisque quand on regarde dans les ménages, quelqu'un me disait avant cette émission, mais monsieur Ngolali, on voit les citoyens dépenser beaucoup d'argent dans les boîtes de nuit, à dépenser, acheter des bières, des casiers des bières. On regarde même comment les ménages dépensent beaucoup d'argent par jour, parfois par semaine, à vider leurs poubelles. Alors, pourquoi 100 francs, 1200 par année doit déranger? En réalité, vous dites que ça ne représente rien. Mais pourquoi la population, en réalité, je ne peux pas confirmer qu'elle ne veut pas donner, mais pourquoi jusqu'ici, ça suscite autant de polémiques? Je vous avais déjà posé cette question. Est-ce que c'est ce que déjà dit le docteur, puisqu'il ne faut plus cacher? Est-ce que c'est la méfiance? Est-ce que c'est ce fossé, comme disent certains, qui existe entre les décideurs et la population? Par essence, je dirais oui, parce que, comme l'a dit le doyen Constant Ibarapeya, nous avons connu des périodes que nous savons tous, hein, voilà, d'embellie financière et autres. Et il faut reconnaître que la gouvernance n'a pas été bonne. Ça, il faut se le dire. Et aujourd'hui, c'est le sentiment qu'a le citoyen de venir en aide à l'État. Parce que le citoyen se dit, on a fait des rôles. Là, on a inversé les rôles. Et aujourd'hui, c'est nous qui devons payer cette taxe. Moi, je suis dans la posture selon laquelle je suis conscient, et je le dis, ce sont mes mots à moi, et je les assume. Au Congo, nous ne subissons pas ce que l'on appelle par une pression fiscale. Le taux de la pression fiscale est très bas, Parce qu'aujourd'hui, on est entre 16 et 17. Donc, maintenant, le problème, c'est que cette taxe arrive au mauvais moment. Au moment où aujourd'hui, l'inflation est à la hausse,
le pouvoir d'achat du citoyen lambda est réduit. C'est ça le problème. C'est là où je trouve que les 1200 ont un impact sur le citoyen. Parce qu'aujourd'hui, quand nous prenons une disposition publique, eh bien, il faut tenir compte de la réalité sociétale. Aujourd'hui, le citoyen lambda souffre. La difficulté qu'a le citoyen aujourd'hui se dit naturellement que payer cet impôt est un poids de plus. Et c'est l'impression que nous avons. Moi, je vous ai donné l'exemple. Moi, j'ai 2 ou 3 lignes. Donc, je vais devoir payer cet impôt fois 3. Et je vous ai également parlé des limites de cette disposition. Est-ce que cette disposition ne va pas prendre en compte les mineurs? Parce que les mineurs sont enregistrés. La ligne, quand elle va retirer, ne sait pas que non. X est mineur, Y n'est pas, Y est majeur. On prend par ligne. C'est ça, c'est là où je dis qu'il y a souci. Maintenant, les 6 milliards que va devoir prélever l'État chaque fin d'année, en tenant compte de la réalité économique ou de la crise que nous traversons, je le dis, c'est un risque politique pour rien. Voilà. Voilà. Je vais, pour aller vers le docteur Barapéa, on va faire évoluer cette émission. Je prends rapidement Brad Smith Marney, qui dit déjà on a le courant que 15 jours et les factures ça vient toujours normal, pas de baisse. Pourquoi pas prendre ces 1200 à la SNE? Voilà, ça c'est lui qui pose la question. Dorian Kamit Congo qui dit merci de nous suivre. Les gouvernants doivent déjà réduire leur train de vie, surtout que cette crise est causée par eux. Voilà, pour ma part, je pense que ça c'est Junior Ondongo. Merci d'être là. Vous êtes l'un des fidèles, des fidèles abonnés, sinon les fidèles téléspectateurs de Téléka Média. Junior, merci encore d'être là. Pour ma part, je pense que si le président a du respect pour la population congolaise, il doit rapatrier l'argent placé dans les paradis fiscaux. Ça, c'est Junior qui le dit. Alors, pourquoi ne pas demander aux ministres, députés et sénateurs? Ça, c'est Ducrest-Russell qui le dit. Ducrest-Russell qui le dit. Pourquoi ne pas demander aux ministres, députés, sénateurs et autres de payer désormais les impôts? Ça va permettre d'augmenter les recettes, mais aussi de la justice sociale. L'année passée, on a augmenté le prix du carburant. Cette année, c'est maintenant impôt. Voilà ce qu'il dit parce que, ça c'est Gustave le Grand Pinochet. Merci d'être en direct avec nous. Parce que n'a rien à ces populations et ne méritent notre aide. Si l'État n'a pas pu gérer les dizaines de milliards, peut-il bien gérer une médiocre somme de 6 milliards? Ça, c'est Vital Roger qui écrit. Vous avez Cyr Lesebe qui dit « Cette crise découle de l'amateurisme de la gestion de la chose publique à tous les niveaux. » Merci. Vous êtes vraiment nombreux à nous écrire. Continuez à participer à cette émission en direct. Nous allons donc passer à une autre question. Docteur, c'est celle de savoir. On a suivi les polémiques, on a suivi les discussions. J'ai envie de savoir, mais est-ce que vous savez à quoi servira cet argent? 6 milliards, même si ça paraît maudit, comme on dit, médiocre somme, comme dit tout à l'heure, je crois c'est Gustave le Grand, non, c'est plutôt Ducrest-Russell qui le dit. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que cet argent peut servir réellement, je peux prendre un cas simple, à régler les problèmes d'université Marengwabi ou autre chose? Pourquoi est-ce que vous ne pensez pas que cet argent servira à quelque chose? Donc, c'est maintenant, vous parlez de cas de l'université Marengwabi, donc c'est maintenant aux misérables citoyens qui sont déjà asphyxiés partout de prendre la charge de l'université. Deuxièmement. Je ne dis pas que c'est à ça qui est destiné. Voilà. C'est une hypothèse. Oui. Mais tu as pris comme c'était le CHU. C'est-à-dire pour les séminaires normaux au CHU. Donc, ces mêmes citoyens misérables qui sont maltraités quand ils vont au CHU là-bas, il n'y a pas d'ascenseur et tout, de prendre en charge du CHU. À quoi ont servi les 14 000 milliards? À quoi sert la RAV? Vous êtes journaliste. La RAV, on prélève ça directement sur nos factures d'électricité. Le ministre de la Communication a dit qu'il ne sait même pas là où va cette carte. Ça va où? Et si la RAV, on ne sait pas là où ça part, les 14 000 milliards ont disparu. C'est là où je parle de communication, de la mauvaise communication. Ce sont les 6 milliards qui serviront à quelque chose? Non. Là n'est pas le problème, Fortuna. Il suffit de baisser drastiquement le salaire ou les émoluments des sénateurs, des ministres.
au moins, vous réduisez ça au moins à 60 ou 70%. Quelqu'un qui gagne 15 millions le mois, vous lui donnez 5 millions. Ça fait quoi? Il fait quel travail? Dites-moi le travail qu'ils font pour mériter autant d'argent. Difficile ce salaire. Et puis vous allez renflouer les cartes de l'État. Aujourd'hui, on nous a parlé de le Premier ministre qui dit qu'il interdit le déplacement des ministres à l'étranger pour une période de 3 mois. Ça représente combien quand un ministre part à l'étranger? Aller-retour, recharge, combien? Les frais de mission, c'est combien? Et si on paye son ministre, si on paye si on leur paye ici, là, ils devront son argent, donc c'est plus que ça. Donc, voilà ce que nous faisons. Il faut qu'on soit méthodique. Au gros mot, gros remède. On ne peut pas continuer à mettre sur pied cette économie de cueillette pour assouvir les prédations ou bien les prétentions jouissives de quelques-uns. Il faudrait que les chefs prennent connaissance de la situation. Mais d'ailleurs, quand j'ai discuté avec les gens à l'intérieur du pays, comme ici, dans le bus et tous les gens qui m'abordent, au moins, la majorité, je peux donner l'estimation simple de pourcentage parce que je n'ai pas élargi cette enquête-là, sont diamétralement opposés à ce gouvernement. Ils sont contre ce gouvernement. On ne fait pas confiance à ce gouvernement. Donc voilà un gouvernement qui a battu tous les records de l'impopularité. Et vous pensez que les gens vont donner leur argent à ce gouvernement puisque le gouvernement était incapable depuis des années de trouver des solutions à ces problèmes sociaux de base, comme l'eau et l'électricité. Mais on ne nous dit pas que cet argent servira à quoi? À rien en réalité. À rien parce qu'aujourd'hui, il y a une crise de confiance. J'ai parlé de ça tout à l'heure. Il y a une crise de confiance entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés. Deuxièmement, l'État en crise, au lieu de prendre des solutions, c'est-à-dire baisser la charge de l'État, on préfère conserver les privilèges au niveau de ceux qui gouvernent et d'asphyxier les populations au niveau de la base. Et vous donnez cet argent à un gouvernement qui n'a plus la confiance de la population. Mais lorsqu'on a baissé les charges, il faut revoir aussi le management. Comment on échoue avec les mêmes personnes et on continue à gouverner avec ces mêmes personnes jusqu'à l'autre élection. Et vous allez voir, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent aujourd'hui, mais l'élection sont dans une année, vous allez voir comment ils vont mobiliser l'argent, donner les 2000 t-shirts par ici. Non, il faut arrêter. Vous savez, il y a un de mes enseignants, le professeur Messanga Nyamding, Charlemagne Pascal Messanga Nyamding, enseignant de l'université de Yaoundé 2, qui a mis en circulation le concept de coup d'état scientifique. Et j'ai l'impression, en tout cas ce n'est que l'impression. Il faut être clair avec les mots. Hein. Oui, mais très précis avec les mots. Oui, j'arrive. Ne voilà, faites pas. Moi, je ne fais pas dans la. Soyez clair et précis. Je ne fais pas dans la langue de bois. Ouais. Je ne fais pas dans la langue de bois. J'assume mes prises de parole. Donc, le professeur Messanga Nyamding, qui est enseignant à l'université de Yaoundé 2, précisément à l'Institut des relations internationales du Cameroun, politologue, a mis en circulation le concept du coup d'état scientifique. Alors, quand j'observe la manière dont ceux qui gouvernent se comportent vis-à-vis de la population, on est pas loin de croire que nous sommes dans une logique de coup d'état scientifique. C'est quoi le coup d'état scientifique? C'est le professeur Messanga Nyamding, j'arrive. Oui. C'est le professeur Messanga Nyamding, le coup d'état scientifique, c'est le fait que ceux qui gouvernent, ceux qui sont dans la lutte de succession et dans la lutte du pouvoir, sachant que celui qui est là ne peut pas partir, soit par un coup d'état militaire, soit par les élections, on utilise donc le coup d'état scientifique qui consiste à faire quoi? À poser des actions qui vont dans le sens de soulever les populations, de soulèvement populaire. Et à partir de ce moment-là, ils ont l'occasion d'arriver à leur fin. Et le coup d'état scientifique se fait de quelle manière? Par exemple, on vous demande de construire la route, on a débloqué 1 milliard, on fait la route est inachevée. On vous demande de construire l'hôpital, vous construisez, mais c'est inachevé. On vous demande de faire ceci, vous faites c'est inachevé. Vous prélevez des taxes qui vont dans le sens d'énerver la population. Et à partir de ce moment-là, la population finira par s'énerver parce que la résignation a ses limites. Voilà. Et ce qui se passe, il suffit que, c'est une mise en garde, il suffit que
2000 jeunes se lèvent à Talanga ici, on va se faire la fin du match. Bon, il faut faire très attention. Ça ne va pas arriver, nous sommes dans un pays de paix. Oui, voilà, nous faisons des voilà, c'est le comportement qu'on est en train de voir. Et c'est ça ce que le professeur Menyanga le cas camerounais parle du coup d'état scientifique. Voilà, je lis rapidement Christian Ngonviele, qui est rejoint à peu près, qui abonde dans le même sens que vous. Il dit bonsoir Monsieur Brony, c'est Brony, pas Boni, c'est Brony. Qui a initié cet impôt au niveau du gouvernement? Est-ce que le président était au courant de ça? C'est à peu près ce que vous dites. Est-ce que ceux qui ont conseillé cette taxe ont réellement pris la température au niveau de la population? Alors voilà, je vois aussi Sorel Dani Makwangou, merci d'être en direct, qui s'interroge, je vois l'argent de la RAV, mais je vous l'ai dit que le ministre de la Communication et même le Conseil supérieur de la liberté de communication, qui devrait en réalité recueillir cet argent ou gérer cet argent, n'est pas au courant de là où va cet argent, et même les journalistes non plus ne sont au courant de la gestion de cette RAV. Voilà, vous avez Sarah Mabiala. Bonsoir Sarah, vous êtes en direct. Le président doit diminuer le nombre des ministres et supprimer une chambre. Donc elle parle certainement du Sénat. Bon, mais le Sénat. Le Sénat ne sert à rien. Pas seulement le Sénat. Excusez-moi, je vais dans le sens de cette compatriote. Le Sarah, oui. Pas seulement le Sénat qu'on doit supprimer, le Conseil économique et social, on va supprimer cette affaire-là. Ça sert à quoi le Conseil économique et social? Et voilà la niche d'argent. Vous supprimez le Conseil consultatif que vous avez mis par ici, par là. Vous supprimez ces affaires-là, vous prenez, et puis voilà. Bon, d'autres institutions pour la lutte contre la corruption, vous en avez de pléthore. Vous supprimez certaines. Parce que toutes ces institutions sont des institutions de dépannage. Ça ne sert à rien. Nous sommes en crise, voilà les niches d'argent. Vous dites que nous critiquons sans donner des solutions. Voilà, nous donnons des pistes de solutions. Supprimer le Sénat, on va voir. Voilà, on va tendre aussi vers les pistes de solutions puisqu'on tend vers la fin de cette émission. Il y a Junior Nguessemi qui dit « Donner 100 francs à ce gouvernement, c'est comme partager 100 francs à un bandit qui ira acheter son chambre, venir dans le quartier avec sa machette et faire du mal aux riverains. » Voilà, ça c'est Junior Nguessemi qui le dit. Voilà, nous allons bientôt boucler cette émission. Hein. Merci d'être en direct avec nous. Le débat se poursuit. Voilà, Meshak Ngampoula, nous tendons vers cette émission. Deux questions. Voilà, j'ai encore deux questions sous mes yeux. Mais la première, c'est celle que j'ai déjà posée au docteur. Est-ce que vous avez quand même cherché à savoir à quoi sert cet argent? Où ira cet argent? Déjà, est-ce que ça ne servira pas à quelque chose? Je l'ai dit en amont que cette taxe est inopportune et ne règle pas le problème. Et pour rebondir un peu sur ce que le doyen Constant a évoqué, vous savez, aujourd'hui, le problème qui se pose, ce n'est pas seulement, il ne suffit pas de dire qu'il faut baisser drastiquement le trait de vie de l'État. Parce que là aussi, il y a un problème. Le problème, c'est à quel niveau? C'est que si aujourd'hui, nous sommes conscients que le gouvernement fait face, par exemple, à un phénomène tel que les bébés noirs, je parle là, en fait, des budgets de fonctionnement de l'État. Si aujourd'hui, on baisse drastiquement le budget, par exemple, pour un ministère comme le ministère de l'Intérieur, mais quelque part, la police aura du mal à mener à bon escient ce combat contre, par exemple, les bébés noirs. On n'a pas baissé le budget là. Je ne ne suis pas à l'idée, je ne conserve pas l'idée selon laquelle cette taxe est juste. Non, je ne suis pas dans cette logique. Non, c'est sur la baisse de l'article de l'État. Nous avons par exemple l'éducation. Monsieur Costa Ibarra, il est enseignant à l'université. Et il sait qu'aujourd'hui, moi, je l'ai toujours dit, s'il y a des réformes qu'il faut faire, c'est au niveau de l'université, de l'éducation, parce que la gratuité de l'école aujourd'hui au Congo cause problème. Ça, il faut le dire. Imaginez qu'avec 30 000 francs, vous avez une licence à Mariengouabi, c'est-à-dire 10 000 francs par mois. Sur d'autres cieux, cette opportunité n'existe pas. Donc, ce gouvernement n'est pas aussi monstre comme on le croit. Même si je ne soutiens pas l'idée sur la taxe de la solidarité, reconnaissons quelque part que l'État est également chargé. Rapport, vous allez me dire que non, ça fait partie de ses fonctions régaliennes, mais en RDC, c'est un État comme la République du Congo. Pourquoi en RDC, il n'y a pas la gratuité de l'école? Le président Tshisekedi, il arrive au pouvoir, il essaie un peu de mettre en place la gratuité au niveau de l'école primaire pour lutter contre l'analphabétisme. Donc, vous comprenez quelque part que l'État aussi a de ses charges que nous devrions comprendre, même si ce n'est pas un argument pour justifier la taxe sur la solidarité. Parce que je vous l'ai dit dès le départ que je ne suis pas d'accord
d'accord pour cette taxe. Cette taxe est inopportune et ne règle pas le problème. C'est un point de plus pour le citoyen lambda. Je suis dans la même longueur d'onde que le doyen conseiller Barra. Maintenant, ce que je veux tout simplement faire comprendre aux doyens, c'est que quand nous parlons de la réduction du train de vie de l'État, attention, il faut être méthodique et systématique. Parce qu'il ne suffit pas seulement de dire qu'on va réduire le train de vie de l'État. Alors là, il faut aller dans les détails. Comment faire pour réduire le train de vie de l'État? Tel que le doyen l'a dit, par exemple, il faut revoir les émoluments des ministres, parce que moi, je le dis, aucun individu n'a besoin d'avoir 15 ou 10 millions pour vivre le mois. C'est trop. Et en tenant compte des 12 batailles évoquées par le Premier ministre, notamment sur la justice sociale, l'inégalité est énorme. L'inégalité sociale est énorme. Si parce que c'est pas les lois qui font les hommes, ce sont les hommes qui font des lois. Si aujourd'hui les dirigeants estiment que le citoyen lambda peut vivre avec 100 000 francs, pour ceux qui évoluent dans le secteur public, moi je trouve qu'un ministre peut vivre avec 3 millions le mois. Donc ça veut dire que si, là je suis dans la même longueur que le doyen, si on peut réduire drastiquement le train de vie, sinon je dirais les émoluments des représentants, donc des membres du gouvernement, des députés, des sénateurs, je suis d'accord. J'ai suivi le doyen Alphonse Ndongo qui a même évoqué la notion du sentimentalisme des institutions. Je suis d'accord. Aujourd'hui, à quoi servent par exemple les hauts commissariats? Vous savez, par exemple, nous avons par exemple le Haut Commissariat à l'Éducation nationale. Alors que nous sommes dans un pays que nous avons 3 ministères d'enseignement. L'enseignement primaire, technique et de l'enseignement supérieur. À quoi sert par exemple même un ministère de l'instruction civique, tout voilà. Donc ça n'a pas de sens. Ouais. Nous avons un ministère de la justice qui anime déjà ce département. À quoi ça sert le Haut Commissariat à la justice ou je ne sais quoi. Donc il y a de ces institutions, malgré que ces institutions sont constitutionnelles, mais aujourd'hui le politique doit avoir le courage d'aller vers les réformes pour supprimer certaines institutions comme le doyen l'a dit. Par exemple, le Conseil économique et social, il a tout à fait raison. Ça, c'est vrai. Ouais. Je suis d'accord dans cette ordre. Donc, s'il faut réduire le train de vie de l'État, je suis d'accord parce que c'est l'une des solutions. Mais attention sur ce point, il faut être méthodique. Voilà. Parce qu'il ne faut pas dépouiller l'État de son fonctionnement ou de la capacité à mener à bonne échelon ses missions. Voilà, je reste avec vous. Donc, laisse-moi préciser la pensée par rapport à ce qu'elle a dit. Oui. Vous êtes économiste, moi aussi politologue, ben, j'ai fait le cours quand même de finances publiques. Naturellement. Voilà. Vous savez que quand on présente le budget a deux volets. Oui. Vous avez le volet investissement et le volet fonctionnement. Jusqu'en, je crois, 2009-2010, le budget du Congo, de l'État congolais était majoritairement orienté vers le fonctionnement que vers l'investissement. Et lorsque j'évoque la réduction drastique du budget de l'État, je ne parle pas du volet investissement. Encore qu'on pourra s'interroger sur le budget d'investissement, ça sert à quoi dans le contexte actuel de notre pays. Je parle donc du budget de fonctionnement. Voilà. Et sur ce point, il faudrait que nous y regardons de près. Vous savez, parfois, le gouvernement se comporte comme ça, tel qu'il se comporte avec nous. C'est parce que nous sommes non seulement amorphes, nous sommes aussi aphones. Et surtout, je n'ai pas ce concept d'intellectuel, j'aimerais parler des universitaires qui sont pour la plus... qui chacun, dans son domaine de compétences, est resté muet. C'est-à-dire, des débats comme de ce genre, un philosophe devait donner son apport, un économiste donne son apport, un historien donne son apport. Ça fait en sorte que nous aidions ceux qui sont là à prendre des bonnes décisions. C'est ça le rôle de l'universitaire. Voilà, l'universitaire, c'est celui-là qui contribue à l'évolution ou bien à l'émergence. Je mets entre guillemets émergence parce qu'on nous a jamais défini ce que ça veut dire. Bon, prenons ça comme ça en ingurgitant. À l'émergence de son pays, par la promotion des idées. Voilà, docteur, merci. Nous tendons vers la fin. Je reviens sur vous, mais je voulais juste préciser, vous parlez des débatteurs, des intellectuels. Il y a quelques jours seulement, la directrice générale, sinon la direction générale de Tcheleka, a lancé même un appel à tous les économistes du Congo, surtout vraiment aux économistes ou aux intellectuels, de se manifester pour participer au débat constructif. Mais jusqu'ici, nous avons ce soir que Meshak Ngampoula qui reprend notre invitation, malgré voilà, tous les universitaires, tous les économistes que nous avons dans ce pays, qui malheureusement évitent le débat public, évitent le débat médiatique, malheureusement. Mais il n'a pas tort, faut pas dire malheureusement. Voilà. Il y a des mesures de rétorsion. Bon, vous le savez bien. Bon, un intellectuel reste un intellectuel. On va organiser un débat autour de ça prochainement. Voilà. Meshak, la question que je vous pose, c'est la dernière question.
population. C'est-à-dire qu'après ici, vous ne parlerez plus. Alors, la question, nous l'avons posée, c'est le titre même de cette émission de ce soir. Le thème de cette émission, c'est le projet donc du budget 2025, une sortie de crise. Mais je reviens pour vous poser la question. Est-ce que les 1200 de chaque année qu'on a demandé aux populations ne permettra pas au Congo de sortir aussi de cette crise? Elle ne peut pas permettre, cette somme ne peut pas permettre... Non, je parle plutôt de la symbolique, je ne parle pas de la somme comme telle. Est-ce que c'est pas aussi une initiative, une décision, une mesure pour sortir du Congo de la crise? Non, déjà, je ne le pense pas. Pourquoi? Vous voyez, vous savez, dans d'autres cieux, quand on parle, par exemple, des réformes fiscales, ce sont les nantis qui tremblent. Parce que la fiscalité, logiquement, doit frapper les plus forts. Ce sont les riches qui doivent être plus frappés dans cet angle-là. Et par rapport à cette loi de finances, j'ai comme les... Bon, parce que ce n'est pas une impression, je le dis, l'État se lance dans une politique qui consiste en réalité à affaiblir encore de plus belle la basse couche sociale ou la basse classe sociale. Parce que dans la norme des choses ou dans les normes des choses, ce sont les plus riches qui devraient supporter cet impôt. Pas le citoyen lambda. Ça, je le dis. Et le fait de fixer cette taxe à tout citoyen, je trouve que c'est inhumain. Voilà, docteur Blanc-Constant Ibara-PS, la dernière question que je vous pose ce soir dans cette émission. On constate quand même qu'il y a une sorte de paradoxe. Les citoyens aimeraient une chose et son contraire. Au même moment, vous dites au gouvernement, on est en crise, il faut prendre les mesures pour libérer le pays de cette crise, de cet étranglement, on va dire, financier. Mais le gouvernement prend quand même l'une des mesures, je ne dis pas c'est l'unique mesure dans ce projet de budget 2025, mais le gouvernement demande quand même à la population de participer. Vous dites, mais finalement, mais c'est de trop. Est-ce que vous n'avez pas à un moment pensé que cette mesure, c'est permettre au Congo de sortir de la crise financière, de cette érosion, on va dire, économique et financière que traverse le pays? Pas du tout. C'est le cynisme au contraire. C'est un cynisme qui ne dit pas son nom. Si l'État, le gouvernement avait vraiment envie de sortir de la crise, comme nous disons, nous avons énuméré certaines pistes de solutions ici. On a dit, par exemple, baisser les salaires au moins divisé par 3. D'ailleurs, j'ai vu, il y a un compatriote qui a fait ce petit travail-là sur sa page, il a publié des réseaux sociaux. Et il y a un excédent même de 296 millions. Exactement. Même si je ne suis pas trop d'avis avec lui, il a été très généreux. Je trouve qu'il a été très généreux, mais son travail est pertinent. Il était quand même très généreux, mais son travail est pertinent. On devrait chercher ailleurs. Nous avons l'impôt foncier. Mais comme c'est eux qui détiennent le patrimoine immobilier dans ce pays, ils ne vont jamais introduire les faux d'impôt foncier. Sur des conflits d'intérêts. Voilà. Ça, il faut le dire. C'est ça. Les conflits Vous avez, par exemple, ceux qui ont des écoles privées, par exemple. Il y a une direction quand même qui existe sous la direction générale des impôts. Il y a une direction du foncier quand même, des impôts fonciers qui existent. Et puis, ça fonctionne comment? Est-ce qu'on prélève l'impôt foncier dans ce pays? Vous êtes locataire, je le suis également. Est-ce qu'on prélève l'impôt foncier? Non, il y a eu les intentions. Il y a eu les intentions à l'époque. Mais l'impôt foncier, vous pouvez introduire ça directement. Et on prélève, par exemple, on utilise le mécanisme, peut-être sur la facture de l'électricité ou et ce budget, toutes ces mesures ne vont pas permettre au Congo de sortir de la crise. Ça ne va pas permettre au Congo de sortir de la crise. C'est-à-dire, avec les mêmes hommes, donnez autant d'argent que vous voulez à ce Congo, sera toujours dans la crise. Voilà, merci docteur. C'est-à-dire, vous avez tout dit. Voilà. Donc, il faut construire l'homme nouveau. À qui on va donner ces charges? Sinon, faites comme vous faites, c'est le bricolage. C'est le bricolage, ça ne marchera pas. Rappelez-vous, les élections, c'est dans 1 an à peu près. Oui. Il ne faut pas parler du changement. Oui, écoutez, les élections, c'est pour les politiciens. Vous savez, les plus gros vainqueurs de l'évolution des élections, c'est lesquels? Mais c'est les préfets, les sous-préfets, les ministres qui vont conserver leur poste sur les chefs élus. C'est ça, malheureusement. L'élection dans ce pays n'a jamais servi aux populations. Très bien. Les populations gagnent quoi de ces élections? Merci. Peut-être ceux qui vont s'aligner sur le soleil pour avoir les t-shirts et tout. Sinon, la question d'eau, elle là depuis des années. La question de l'électricité, elle là depuis des années. C'est-à-dire les biens de consommation collective. Là, le peuple ne se retrouve pas dedans. Très bien. Comment voulez-vous que le peuple se retrouve dans un gouvernement qui privilégie les privilégiés
C'est le ministre, c'est les mêmes gens qui sont au gouvernement depuis, c'est les mêmes gens, il est député, il est ministre, il est conseiller, et tout ça, c'est des lieux d'accumulation. Très bien. Docteur, merci beaucoup. Ça, c'est le cynisme pur et simple. Merci beaucoup. Et ça, là, ça ne peut pas, je sais que ça ne vous arrange pas. Accordez-moi une seconde, je vais finir. Une seconde, en tout cas. C'est que tout ce qu'on fait. Chez les cas, c'est la vérité. Ça nous dérange ici. Merci beaucoup. C'est du bricolage. Monsieur le Président de la République, il y a de cela quelques mois, sur ce plateau, je vous ai dit de prendre des mesures courageuses. Vous êtes général et général d'armée. Prenez les mesures courageuses. Ce qu'on fait là, c'est le bricolage. Vous ne pouvez pas aller à la guerre, vous allez en guerre ou bien à la chasse avec les apprentis. Ce n'est pas possible. Donc, et le peuple doit être souverain. Les élections arrivent. Maintenant, c'est le peuple de prendre sa souveraineté. La souveraineté, ce n'est pas seulement aller voter. La souveraineté, c'est aussi surveiller son vote. Voilà ce qu'il faut, puisqu'ils sont incapables de vous donner l'eau, l'électricité, etc. Au lieu de vous plaindre, vous nous voyez dans la rue, vous nous arrêtez. Non, papa, tes hommes, on n'a pas si. Je n'ai pas l'entreprise pour vous employer vos enfants. C'est le vote qui permet de décider et voter comme des citoyens. Surveillez votre vote et défendez votre vote. Voilà ce que j'ai à dire ce soir. Voilà, merci docteur. Rapidement, hein, j'ai encore sous mes yeux la participation de ceux qui sont en ligne. Il y a rapidement, je vais lire, hein, Kilembi qui répondait à Junior pour dire il n'y a pas seulement le Sénat qui doit être supprimé, il y a aussi des conseils, hein, ces fameux conseils consultatifs. Voilà, Kilembi Nzaou dit méthodique et systématique. Franchement, ce pays, bon, il s'exclame quand même. Voilà, Junior Ontongo, nous vous remercions infiniment. Docteur Constant, ça c'est Kilembi Nzaou qui dit, docteur Constant Barapéa, ils sont du PCT, les cadres du PCT n'aiment pas de frotter aux autres, puisqu'il y a quelqu'un qui a proposé un débat entre le docteur Constant Ibarapéa et le ministre du budget, le ministre Ludovic Ngate, pour parler des questions du pays. Kilembi toujours, il dit la fiscalité doit frapper les plus forts. C'est ce que Méchac disait tout à l'heure. Franchement, je veux tout entendre dans ce pays. Et ils sont nombreux hein, qui nous écrivent. Béranger Itoua, s'il faut donner les sacs d'argent à Chirac, Hollande et Macron, bon, il est voilà, ça vraiment, c'est des messages qui sont en direct. Voilà, les amateurs sont en train de bricoler la gestion publique, ça c'est sur les CB, bon, très bien dit, docteur Péa, merci, et ça c'est Vital Roger qui vous remercie. Plusieurs institutions budgétivores doivent être supprimées, elles sont nombreuses, ça c'est Maître Gérard Simpio qui le dit. Merci à vous qui nous suivez, vous êtes très très nombreux ce soir. Je le disais tout à l'heure à l'entrée d'entrée de cette émission, nous avons plusieurs abonnés au Tchad, merci. Paix à vous. Merci aussi à ceux qui nous suivent depuis Lubumbashi, le Dakar, Sénégal. Docteur, nous avons terminé cette émission. Il veut encore parler, mais non. Merci à toute l'équipe qui nous accompagne ce soir, coordonnée par Mélie Rose, James Ozil, Rold Magnifique. Merci à vous de nous suivre. Et c'est cette équipe qui nous a permis d'être avec vous ce soir. On peut poursuivre le débat. Ils sont là, ils viendront reprendre sur le fil d'actualité. Merci. Merci.